Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Octogone. Là, pareil, je commence avec un certain sourire aux lèvres parce que de la même façon que je n'arrive plus à faire la différence entre le parodique et le réel sur ma chaîne principale, Scandaria, qui fait de l'information et de la formation, comme vous le savez, former et informer, n'y arrive pas non plus. En témoigne cette première dépêche sur laquelle on a décidé d'ouvrir avec l'excellent Gunther qui est ici avec nous depuis le Cap-Vert. Vous me croirez ou pas, mais la Banque d'Angleterre prie d'anticiper un krach boursier, je cite, au cas où l'État annoncerait l'existence d'extraterrestres. Alors, voilà, je vous lis la dépêche. On croyait avoir tout vu en matière de risques systémiques, les subprimes, les pandémies, les chaînes logistiques avec le Covid, les cyberattaques. Mais voici le nouveau scénario premium, une crise financière mondiale déclenchée par une annonce officielle confirmant l'existence d'une intelligence non humaine. Oui, c'est sérieux, au sens où des gens sérieux en parlent. L'origine de l'histoire est très précise. Le Times rapporte qu'Helen McCow, présentée comme ex-analyste senior en Financial Security à la Bank of England, a écrit au gouverneur Andrew Bailey de la Banque d'Angleterre pour lui demander de préparer des plans de contingence face à ce signe noir informationnel. Un signe noir, comme vous le savez, est un événement improbable qui se réalise tout de même. Selon The Times, Macao redoute une réaction de type ontological shock. En gros, la représentation même du réel s'effondre. Pas une invasion, mais un effondrement de repères psychologiques entraînant une volatilité extrême, perte de confiance, tension de liquidité, voire bank runs, les gens qui retireraient leur argent des banques. Les reprises alternatives ont évidemment ajouté du carburant. Gizmodo insiste sur l'idée d'une fuite vers des valeurs refuges et même d'un possible rush vers le Bitcoin. Le Bitcoin est plutôt là en phase de consolidation, voire bear market, 500 jours après le halving, comme vous le savez. D'autres médias financiers spécialistes comme Disruption Banking reprennent l'alerte en la présentant comme une extension logique des stress tests. On ne teste pas seulement les bilans, on teste la psychologie de masse. Ironiquement, si des extraterrestres existent, ils n'auront peut-être même pas besoin d'atterrir. Il suffira qu'un État le dise officiellement et les marchés pourraient faire le reste. Alors, j'ai décidé d'ouvrir sur cette dépêche qui a un savoureux petit côté what the fuck sur beaucoup de points. D'abord, il faut savoir qu'en France, on a un chercheur d'élite, et je le salue, il s'appelle Jean-Pierre Petit, le docteur Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, dont les travaux ont été parfois ridiculisés parce qu'il avait parlé d'extraterrestres. Par ailleurs, c'est un chercheur absolument immense, c'est un des parrains de la MHD en France et en Europe. Les Suisses ont copié, les Russes, lapsus révélateur, ont copié ses travaux pour faire leurs armes hypersoniques. Donc vraiment, c'était un type d'élite, et il l'est toujours. D'ailleurs, ses travaux sur le modèle Janus, les modèles bimétriques sont remarquables. Et qu'est-ce qu'on l'a emmerdé, Gunther? T'as pas idée, qu'est-ce qu'on l'a emmerdé parce qu'il avait osé parler d'extraterrestres comme ça par pur hobby. Voilà, c'est un hobby, il dit, écoutez, quand même, l'univers est vaste. Ah, je pense qu'il y a des extraterrestres. Bon, il a tout à fait le droit de le dire. Le président Carter, le président Jimmy Carter, avait lui aussi parlé d'extraterrestres. Il avait déclaré de façon très officielle qu'en tant que président des États-Unis, il avait vu les preuves d'existence de formes de vie extraterrestres. Et il l'avait dit de façon complètement officielle, encore une fois, peu de temps avant sa mort. Là, c'est les banques qui en parlent, alors j'ai quand même envie de dire, on sait qu'ils shortent l'argent, on en a parlé il y a 2 semaines avec toi, Gunther. On sait que les banques sont dans une situation critique vis-à-vis de leur position short sur l'argent. JP Morgan a même donc déplacé son desk commodities, son desk matières premières à Singapour, où c'est beaucoup moins régulé. Bon, beaucoup disent pour cacher leur position catastrophique sur l'argent. Gunther, quel est ton point de vue sur cette première dépêche? Mais les extraterrestres, c'est quand même un thème qui fascine les gens. N'oublions pas que le monde banquier est un monde qui doit avoir confiance. Et quand vous parlez de cette présence des extraterrestres, eh bien, vous êtes en train de quand même miner la confiance dans cet être humain qu'on connaît tous et toutes. Et c'est dans cette optique-là que le système banquier qui a besoin de confiance se rend compte que c'est pas seulement Trump qui nous sème de méfiance, c'est aussi pas mal d'autres événements et bien entendu
comme nous avons la trouille, nous n'avons plus la trouille parce qu'il y aurait un Covid. En Europe, on n'a apparemment même pas la trouille pour une crise financière. C'est-à-dire que là, on est un peu dans un état d'esprit de voir quelle est la vraie résilience. Et je crois que cette petite nouvelle qu'on lance est surtout faite pour que les gens puissent, les experts d'analyse des risques et d'analyse de confiance, puissent mesurer quelle est la vraie situation psychologique, surtout des Européens. Parce que les extraterrestres, pour moi, c'est une évidence même qu'il y a des extraterrestres. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer, avec tant de galaxies dans cet espace, dans cet univers, qu'il n'y 2000 ait milliards. pas 2000 un milliards de galaxies. qui serait quand même, voire comparable à nous. Et si ce n'est pas comparable, assez proche, bien entendu, nous sommes en train de repenser la totalité politique, nous sommes en train de repenser la réalité de l'OTAN, nous sommes en train de revoir la réalité, même la définition de la paix. Alors, je crois que ce dépêche est vraiment faite pour qu'on puisse chatouiller un peu le système et voir jusqu'où on peut aller. Alors, Gunther, tu es quelqu'un de remarquablement bienveillant et beaucoup de gens le savent, mais est-ce qu'on peut tout de même aussi analyser cette dépêche, au moins du point de vue de la dialectique hegelienne? Je ne te demande pas d'en faire ton point de vue, mais du point de vue un peu de la malveillance. C'est-à-dire, bon, peut-être que les banques sont dans une situation assez catastrophique et que ce serait pas mal de parler de n'importe quoi, sauf de leurs propres décisions. Là, en ce moment, vraiment, la question des shorts sur l'argent est en train de devenir centrale. D'ailleurs, elle est très discutée sur X, sur Twitter, au point que certains disent qu'il faudrait l'équivalent de 30 années de production d'argent pour couvrir les shorts des institutions comme JP Morgan Chase. Cependant que l'argent continue de monter. Là, il a dépassé le XAG, le spot a dépassé les 82 dollars. Non, pardon, euros, c'est en euros là dont je parle. Et beaucoup disent qu'il pourrait passer les 3 chiffres dans très peu de temps. On a même des gens qui parlent, ça y est, d'un argent qui se téléporterait paraboliquement aux 1000 dollars l'once. Sans forcément que ce soit ton avis, est-ce que tu penses que dialectiquement, ça vaudrait le coup d'étudier la possibilité que les banques sont en train d'essayer, ou certaines banques en tout cas, de sortir un prétexte plus ou moins fallacieux pour ne pas être tenus pour responsables de leur propre position? Il est évident que le système se présente comme résilient et pour ça une blague comme les extraterrestres qui vont faire effondre le marché, les cotes en bourse est un bon test, mais la réalité est quand même, comme tu le suggères, beaucoup plus dure. Aujourd'hui, les gouvernements bouffent tout l'argent qui est disponible, la dette publique est énorme, tous les argents qui sont dispo aujourd'hui sont dirigés vers le gouvernement et les gouvernements n'ont pas d'autre choix que d'éliminer l'argent liquide. Eh bien, nous avons quand même là un lien qui est beaucoup plus dangereux, c'est que l'État français a de facto éliminé la présence d'argent liquide dans des magasins, dans des poches, même sous les matelas, on n'en a plus. Alors ça, c'est un vrai danger. Hein. On a éliminé le billet de 500 euros, même le billet maintenant de 200 euros. On est au max avec 100 euros et on ne souhaite pas que vous payiez. D'ailleurs, dans les dépêches, la Suisse vient de présenter cela de façon constitutionnelle, le droit à avoir du cash, et également l'Autriche qui a une culture du cash, contrairement à ce qu'on pense. Et ça aussi, donc, tu vois, d'ailleurs, il y a un peu de résistance. Il y a certains pays qui décident, alors, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, l'Autriche fait partie de l'Union européenne, quand même, c'est plutôt bon signe, ça. Mais c'est l'exception, Idriss. Regarde ce que fait la France. Seuls les étrangers ont le droit de payer facture d'hôtel à 3 000 euros. Le Français n'a plus le droit de payer une facture en liquide. Et ce n'est pas seulement le fisc, c'est plutôt ce qu'on appelle M1, la première masse d'argent
qui est bien entendu imprimé par l'État, mais distribué et sans contrôle une fois que c'est dans les mains des gens. On nous a toujours dit que c'était pour contrôler le lavage d'argent des mafias de drogue, qu'on nous oblige de nous soumettre à une digitalisation très approfondie. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les crises sont beaucoup moins faciles à générer, les crises comme une course sur des banques, parce qu'il n'y a plus de liquide. Vous n'avez plus le droit d'avoir des liquides, d'argent liquide. Et c'est ça ce qui est vraiment le danger. Le danger, pour moi, c'est pas cette dépêche, parce que ça, c'est plutôt pour mesurer l'élasticité. Comment le système, quelle est l'élasticité du système? Et on met des folies, comment on s'invente n'importe quoi, mais derrière, ils font tout pour éliminer l'argent liquide. Et c'est ça ce qui donnerait aux citoyens aucun moyen de protester, de changer de point d'avis. Les Suisses, bien entendu, ont cette grande culture d'argent liquide, mais il y en a d'autres. Mais aussi les Français avaient toujours, on parle d'argent liquide, c'est-à-dire on avait cette liquidité. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'argent liquide et tous les comptes sont contrôlés. Et si vous faites un transfert bancaire de plus de 1 000 euros, mais voilà, vous êtes obligé de vous expliquer. Auparavant, c'était pour des transferts de 10 000 euros. 10 000 euros, vous deviez expliquer les raisons pour lesquelles vous, comme personne privée, devrez faire ce transfert de 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est déjà 1 000 euros. C'est-à-dire le gouvernement contrôle et, de cette manière, protège les banques, parce que les banques sont protégées. Et il les protège pas pour que seulement on veut nous filer les factures du fisc, mais surtout parce qu'on veut protéger les banques qui sont surendettées. Et beaucoup de banques sont dans une chaîne d'endettement parce que c'est l'État qui bouffe tout le fric. Ouais. C'est l'État qui prête. Imaginez-vous l'argent, la France, la dette du budget ou le déficit du budget, ce sont des pourcentages du produit interne brut, des pourcentages. Mais imaginez-vous, ça on ne peut pas maintenir. Mais sous Macron, on l'a maintenu. La dette française a explosé sous Macron et ça continue à exploser. Alors, si vous avez un tel endettement, eh bien, vous avez besoin de contrôler vos banques. Et nous savons très bien. Ce sera la dépêche suivante. Avant celle-ci, je voulais reprendre une dépêche de couverture, mais juste après, donc on aura la dépêche, un rapport de Morgan Stanley qui parle d'un effondrement dans les banques, 200 000 emplois menacés d'ici 2030, d'après donc un rapport de Morgan Stanley. On en parle juste après. L'autre dépêche d'ouverture de cet octogone, c'est OpenAI. Alors OpenAI serait au bord du gouffre. C'est le chiffre qui fait trembler la Silicon Valley ce matin. Beaucoup parlent évidemment de l'équivalent de la bulle Internet, la bulle IA, la bulle Internet. Selon les dernières projections, OpenAI s'apprête à perdre 14 milliards de dollars sur l'année 2026. Comment l'entreprise derrière ChatGPT, utilisée par 300 millions de personnes, peut-elle frôler la faillite? La réponse tient en 2 mots, guillotine financière. Chaque question que vous posez, chaque ligne de code générée coûte une fortune en puissance de calcul. À 20 $ par mois, l'abonnement ne couvre même pas les frais de serveur. Plus OpenAI grossit, plus elle s'endette. On estime que sans une nouvelle injection massive de cash, la trésorerie sera à sec d'ici 12 mois. Leçon de cette crise, la hype ne paie pas les factures. OpenAI est aujourd'hui prise au piège d'une course à l'armement technologique où chaque pas en avant coûte des milliards. Pour Sam Altman, le pari est simple mais risqué. Soit l'IA devient assez puissante pour créer une richesse infinie, soit la bulle explose avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Je vois que ça te fait rire. Alors, on ajoute à cette dépêche le procès d'Elon Musk à OpenAI. Un juge américain a confirmé que le procès aurait lieu et qu'il y avait matière. Elon Musk reproche au fondateur d'OpenAI de l'avoir escroqué en n'étant ni open ni not for profit.
Évidemment, OpenAI était une fondation qui a été déclarée à Elon Musk, son premier grand bailleur de fonds, comme étant une ONG à but non lucratif. Et puis, entre-temps, bien sûr, Sam Altman est devenu richissime et a viré Elon Musk du board. Elon Musk qui ensuite a créé Grok, xAI, où il a donc fusionné X avec xAI. Au passage, on en parlera aussi. Musk voudrait maintenant racheter Ryanair, juste pour le fun, à cause d'une embrouille qu'il a eue sur X. Alors, la réalité est donc bien que OpenAI, d'abord, n'est pas du tout rentable. Cela dit, la plupart des boîtes de la Silicon Valley ne savaient pas du tout comment elles seraient rentables avant de le devenir. Facebook, par exemple, n'a pas été rentable pendant plus de 5 ans. Amazon n'a pas été rentable pendant plus de 10 ans. Google n'avait pas de modèle d'affaires au départ, initialement. Ensuite, ils ont commencé à vendre les mots avec AdWords et puis ensuite les données. Est-ce que OpenAI pourrait s'en sortir selon toi, ou est-ce que c'est un signe avant-coureur d'un effondrement de la bulle AI? Alors, donnons le revers de cette même monnaie. Altman a été célébré quand même pour avoir obtenu 40 milliards. Ouais. C'est-à-dire qu'avec ces 40 milliards qu'il a obtenus en levée de fonds, alors il a dépassé de loin meilleure levée de fonds dans l'histoire, ce qui était Aramco. Alors, Mhm. tout d'un coup, vous avez un type qui seul est capable de mobiliser 40 milliards, alors une perte de 14 milliards ne ferait personne. C'est Ouais. pas là où est le problème. Le problème est plutôt la lutte entre les géants. Mhm. La lutte entre les géants où vous avez Gemini qui est aussi se prépare. Donc, de Google. Et il est Ouais. évident que notre ami Elon Musk, c'est un homme qui a vanity, la vanité, c'est-à-dire il a son ego, il a aussi sa manière de faire et de penser, et évidemment, il n'accepte pas ce que Sam Altman a fait avec lui. Alors le danger n'est pas la 14 Pardonne-moi, je milliards. voulais vraiment pas te couper, mais d'un point de vue purement humain ou best practice, est-ce que toi, tu considères que Sam Altman a en quelque sorte escroqué Elon Musk, sans parler d'aspect légal, je parle juste de l'aspect moral. Il est évident quand vous démarrez dans un partnership et vous dites nous ne sommes pas commercial, nous Mhm. sommes une fondation, et vous virez et vous changez, alors quand même vous Ouais. devez avoir un accord de tout le monde, c'est Ouais. normal. Vous ne pouvez pas décider vous-même que vous avez fait un deal avec ceux qui vont mettre 40 milliards et Ouais. plus par après. Mhm. C'est-à-dire que simplement sur les principes de base, vous passez d'une fondation sans but lucratif dans une entreprise qui veut faire des milliardaires de tout le monde qui participe dès le début, et Ouais. vous excluez Elon Musk qui dit mais non messieurs, c'est pas possible. Alors moi je crois que Sam Altman ne devra pas du tout être il n'a pas de trouille parce qu'il y a une perte de 14 milliards. Ça, Ouais. c'est secondaire. Il a Mhm. mobilisé 40 milliards, il va mobiliser autres 40 milliards. Mais ça ne change rien à la logique qui n'est plus le futur de nos amis de Californie, c'est-à-dire le burn rate. C'est-à-dire, Mhm. aux États-Unis, vous avez une logique qui vous permet de brûler d'argent. Vous brûlez d'argent pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Et comme on négocie la sortie dans l'entreprise sur 5 ou 7 ans, vous négociez des burn rates, vous Mhm. brûlez de l'argent parce que les nouveaux qui entrent sont obligés de payer une possible cote en bourse beaucoup plus élevée. Alors vous vous faites riche en brûlant d'argent, c'est la folie. Et Ouais. là, nous avons le nouveau modèle. Il y a des gens qui vont dire, mais il est de nouveau là avec les Chinois. Oui, oui, mais en Chine, on ne le fait pas. Ouais, ouais, On ne ouais. fait pas. C'est tout à fait simple que si vous avez un contrôle de votre chaîne de valeur, vous contrôlez tout. Mais chez Sam Altman et ChatGPT, mais qu'est-ce qu'ils contrôlent? Un logiciel. Pour le reste, ils n'opèrent rien du tout. Ils n'ont Mhm. rien dans leurs Ils mains. n'ont pas les Tout ce composants, tu veux dire, ils n'ont pas les data centers, ils n'ont pas le hardware, etc. Ouais. Exactement. Alors, comme vous êtes seulement le déteneur du logiciel, le vrai risque
c'est que vous avez un modèle qui dépend d'un burn rate, de la brûlure de l'argent, jusqu'au moment que vous arriveriez. Mais leur plan d'affaires ne prévoit pas du tout de gagner d'argent. Ils sont dans la logique traditionnelle américaine, c'est qu'on prend part de marché. Ouais. Rappelons-nous, la stratégie Harvard Business School n'est pas que vous deviendriez profitable de la première journée. Non, vous brûlez, vous investissez tout votre argent pour prendre part de marché. Et une fois que vous avez part de marché et vous avez éliminé les principaux concurrents et vous n'êtes qu'à 2 ou peut-être à 3, eh bien là, vous commencez à gagner d'argent parce que vous contrôlez le marché. C'est la Donc, stratégie Harvard Business. Oui, le blitz scaling, ouais, en effet. Et ce blitz scaling, évidemment, beaucoup de gens disent que Elon Musk a essayé de l'appliquer avec Tesla au départ. Pendant longtemps, Tesla perdait de l'argent aussi, mais il vendait des vraies voitures. Aujourd'hui, Tesla est une société qui vaut énormément d'argent. Et pour OpenAI, c'est vrai qu'ils ont 300 millions d'utilisateurs, tout de même. Mais avec 300 millions d'utilisateurs, vous avez une brûlure d'argent énorme. Mais aujourd'hui, si vous n'avez que 300 millions, regardons les grands succès de la musique, mais vous devez dépasser le milliard, vous dépassez les 2 milliards, les 3 milliards. Ils sont loin de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème structurel. Ils ne sont pas capables de répondre à des questions ChatGPT plus premium pour plus de 200 millions de personnes parce qu'il n'y a pas le pouvoir en énergie, ni en eau, ni en data center. Alors, ils sont coincés. Il y a très peu de gens qui se réalisent que OpenAI a créé une situation très compliquée parce qu'ils ne peuvent pas offrir ni le meilleur service qu'ils vendent pour 20 ou 30 euros par mois ou dollars, ils ne sont pas capables de l'offrir à 2 milliards de personnes. Et c'est là où il est le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire part de marché comme il faut, pas 300 millions parce qu'on sait très bien 300 millions c'est quoi? C'est rien si vous combinez un peu. Oui. Et en plus, vous n'aurez jamais accès aux 2 plus gros marchés du monde. Vous n'entrerez jamais en Chine et l'Inde ne vous donne pas accès libre. Alors, si vous n'avez ni Chine ni Inde, eh bien, il vous manque déjà 2,7 milliards de personnes que vous n'aurez jamais. Vous avez l'Afrique avec 1 milliard où vous n'entrez pas non plus. C'est-à-dire que vous devez faire votre affaire part de marché sur un marché américain, sud-est asiatique, ASEAN, Amérique latine, États-Unis. Et dans ce marché, arriver à avoir la moitié du marché, eh bien, c'est ça qui est le vrai défi de OpenAI. Parce que non pas seulement il n'y a pas les data centers, ni énergie, ni eau, mais nous allons vivre dans les 10 années à venir une transition fondamentale dans l'Internet. L'Internet va passer de l'Internet d'aujourd'hui, qui a quand même déjà 30 ans, n'oublions pas. L'Internet d'aujourd'hui est déjà vieux dans son HTTP, dans tous ces protocoles que nous avons. Nous allons avoir le spatial web, le web spatial, qui est poussé par tous les gamers. Le gamer n'est pas intéressé dans le chat GTP. Le gamer veut avoir des jeux vidéo. Et le jeu vidéo se jouera ou ne se jouera plus, sauf que si c'est en 3D. Mais aujourd'hui, l'Internet n'est pas capable de l'offrir. Le chat GTP n'est pas capable de répondre à quelque chose qui est quand même 30% du marché. 30% de l'Internet. Ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'il y avait une autre rivalité entre Zuckerberg et Musk. Alors, Zuckerberg, on sait qu'il a échoué avec le métaverse, dont tu parles, qui était sa façon d'approcher le web 3D. Et on sait que le métaverse de Meta a complètement échoué, mais l'idée générale reste bonne. Et Elon Musk a dit qu'avec Grok, notamment, demain, on pourrait créer des mondes virtuels à la volée, comme ça, on the fly. Alors, il n'a pas le hardware, il n'a pas les lunettes, mais avec Tesla, les caméras qu'il a, etc., on sait que Musk pourrait demain présenter ou un téléphone ou un système de hardware nouveau. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg, lui,
même si Oculus, pour l'instant, a largement échoué. Même si Oculus a rendu riche Palmer Luckey, qui ensuite a fait Anduril, la société de drones américaine, qui lui aujourd'hui est très populaire, il y a ce partenariat avec Ray-Ban et aujourd'hui, bien sûr, Meta, Facebook utilise les Ray-Ban comme nouvelles lunettes connectées. Mais Elon Musk, dans le sens de ce que tu dis, déclare en effet qu'avec Grok, et lui, il a intégré la chaîne d'ailleurs, il a acheté des data centers énormes avec Colossus, il a obtenu des contrats avec Nvidia pour acheter des centaines de milliers de puces Nvidia en intégrant la chaîne exactement comme tu le préconises. Lui déclare en effet que l'orientation que devrait prendre son IA, Grok, serait en effet de faire du web 3D, de faire des jeux vidéo à la volée, speech to universe en quelque sorte. On a speech to code avec Claude par exemple, Anthropic. On peut aujourd'hui uniquement verbalement concevoir des programmes, même des applications, etc. Et Elon Musk dit voilà, le futur, ce serait speech to universe. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu dis? Mais exactement. Ce que nous devons voir, c'est que où est-ce qu'on gagne d'argent aujourd'hui? Ce sont les jeux vidéo. Les jeux vidéo font de l'argent. Vous lancez un jeu vidéo, vous avez un minimum de participants, même avec dans l'initiation de votre jeu, vous gagnez de l'argent. N'oublions pas que dans tous les grands groupes chinois et taïwanais et japonais, au cœur de la machine de génération de l'argent, ce sont les jeux vidéo. Alors n'oublions pas, comme tu sais, le groupe Acer, l'entreprise plus valable dans le groupe Acer sont des jeux vidéo en chinois qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que nous devons toujours veiller, pas sur les numéros de personnes qui me conseillent, c'est bien pour votre ego, ce qui est important, qui paye, qui est prêt de payer et qui génère pour vous des revenus. Évidemment, les jeux vidéo génèrent revenus. Et il y a plus, les gens qui aiment bien vos jeux vidéo ont une loyauté qui est hors du raisonnable. Tandis qu'avec le chat GTP, si ça ne me répond pas, j'utilise Gemini, mais je change tout le temps. Les jeux vidéo, on est assez fidèles. Et c'est ça ce que les clientèles ont besoin. Les investisseurs n'ont pas besoin de 300 et de 500 millions de visiteurs ChatGPT, utilisateurs ChatGPT, ils ont besoin de la loyauté, des gens qui sont prêts d'aller en avant sur plusieurs portefeuilles. Et c'est là où Elon Musk est génial parce que il sait très bien qu'il crée un monde de mobilité. N'oublions pas, il n'est pas dans les bagnoles, il n'est pas dans les voitures, il est dans le marché de la mobilité. Et il est en train de prendre les parts de marché où les plus-values pour voitures sont les plus élevées. Se trouve toujours sympathique qu'on me dise « Ah, mais une voiture BYD est la moitié du prix. » Oui, non, regardons de l'autre côté. Elon Musk est capable d'avoir le double de revenus. C'est un peu le modèle Prius. Tu te rappelles, Prius est sorti. Prius est sorti et tous les écologistes étaient fous contents d'avoir une bagnole qui était hybride. Sur le plan écologique, quand même, elle n'était pas extraordinaire, mais c'était une Prius et on est prêt de payer $5,000 par bagnole de plus pour avoir notre moteur, un moteur électrique hybride. Et tout d'un coup, le financement cash de l'entreprise Toyota était 100% basé sur la vente des Prius en Californie. Avec ce ça, c'est génial. Et c'est vrai. Ouais. C'est génial parce que, et c'est là où je ne vois pas dans la stratégie d'Altman, OpenAI, ni Gemini, je ne vois pas où est la stratégie où vous avez votre produit de très haute valeur ajoutée. D'ailleurs, au contraire, OpenAI a annoncé qu'ils allaient mettre de la publicité, même sur certains comptes payants, qui payent 20 € par mois. Donc là, ça va, à mon avis, leur faire perdre des utilisateurs. Et pour terminer, parce qu'on a encore beaucoup de dépêches, bon, toute ton analyse est évidemment parfaitement raccord avec les faits. D'abord, Nvidia vient du monde du jeu vidéo, bien sûr. Nvidia, avant de faire des composants d'intelligence artificielle, était et est toujours le premier fournisseur de matériel pour le jeu vidéo. Et puis, du coup, ça pose la question, est-ce que tu vois beaucoup
beaucoup de gens parlent de la possibilité d'un rachat d'OpenAI par Microsoft, qui justement fait des jeux vidéo. Ils ont toujours la franchise Xbox et beaucoup de franchises de jeux vidéo, certains même semi-éducatifs. Est-ce que tu vois dans ce cas un exit pour OpenAI, un rachat par Microsoft? Mais Microsoft est déjà un des principaux investisseurs chez OpenAI et il y a une alliance très forte. Et je crois que c'est parfaitement possible que Microsoft fait un soi-disant merger parce que l'ego de Altman n'est pas tel qu'il se fait racheter. Il se ferait. N'oublions pas non plus qu'un des plus gros problèmes de ces entreprises comme Microsoft, c'est qui va remplacer le PDG d'aujourd'hui. Alors, Satya Nadella est quand même assez jeune. Je crois qu'il a même pas 60 ans. Satya Nadella est encore... Oui, mais Altman, il a 15 ans de moins. Oui, donc il aimerait, mais tu penses que donc Satya Nadella est de 1967 précisément, donc il a 58 ans, donc il est très jeune pour un PDG. Et en effet, tu penses que les actionnaires de Microsoft voudraient laisser un Sam Altman qui n'a pas du tout... oui, ils ont besoin de ce nouveau souffle. Ils ont obtenu des bons résultats, de bons revenus. Il n'y a pas de doute, le PDG de Microsoft a fait un bon travail pour les investisseurs. N'oublions pas que tout le monde sait très bien qu'après 15 ans, il est au bout de souffle et ils ont besoin d'un autre souffle. Et sous le drapeau de AI, mais tout le monde est prêt de donner cette confiance. N'oublions pas, et je ne sais pas si tu étais là au courant à l'époque, je crois bien que je t'en avais parlé, qu'il y avait l'idée, tu sais que Apple était à la recherche d'une nouvelle opportunité de générer des revenus. Ils avaient déjà bien cerné le téléphone et le téléphone, bien entendu, était loin des négoces d'Apple à ce stade-là. Et il y avait un moment qu'il y avait des discussions entre Apple et Musk et que Musk ils achèteraient Tesla à l'époque, pas maintenant, ils achèteraient Tesla pour que Musk devienne le PDG de Apple. C'est jamais produit. C'était autour de 2015, on pense qu'en effet, quelque part entre 2013 et 2016, que ces rumeurs ont eu lieu. Et je suis tout à fait d'accord que ça aurait été très intelligent de la part d'Apple, sauf que, comme tu le sais, Musk est très spécial, même politiquement, etc. Il a soutenu Trump. Et Apple aujourd'hui est détenu par des fonds de pension, par des gens qui veulent le AAA, qui veulent des investissements très sûrs. Warren Buffett possède des actions Apple, ou possédait, il les a vendues depuis. Et évidemment, avoir quelqu'un d'aussi fantasque que Elon Musk à la tête de la société... Non, ça c'est fini. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les investisseurs de Microsoft ont besoin de se rassurer qu'il y a relève du leadership dans les années qui viennent et Altman est évidemment dans ce contexte. N'oublions pas que quand Steve Jobs fut viré, on a seulement pu réintégrer Steve Jobs en achetant ces entreprises qu'il avait développées et créées en parallèle. On les a achetées, après on a fait un spin-off avec Disney. N'oublions pas que Apple est très important dans la position et le capital de Disney parce qu'ils ont eu cette division vidéo, film, et c'est là où évidemment il y a des tournures qui ont été données et je crois qu'aujourd'hui OpenAI et surtout Altman est en train de voir quelle est son prochain plateforme parce qu'il sait que s'il ne reste que sur ChatGPT et son plateforme d'aujourd'hui, il n'arrive nulle part. Il sera un petite footnote, note de pied. C'est très clair, note de bas de page. Alors, dépêche suivante, comme je te le disais, un rapport de Morgan Stanley indique que 200 000 emplois seraient menacés d'ici 2030. Les 35 plus grandes banques européennes s'apprêtent à supprimer environ 10% de leurs effectifs au cours des 4 prochaines années, selon ce rapport. Ce mouvement massif vise à répondre à la pression des actionnaires pour égaler la rentabilité des banques américaines. L'automatisation ne cible plus seulement les guichets, mais les fonctions centrales, donc le service de support, le back-office, middle office sont en première ligne. Conformité et risque, donc des domaines autrefois protégés par la complexité réglementaire, sont désormais gérés par des algorithmes d'IA capables d'analyser
analyser les transactions et les risques 30% plus vite que l'humain à l'heure où on enregistre. L'exemple d'ABN AMRO, la banque néerlandaise, qui a déjà officialisé la suppression de 20% de ses effectifs, 5200 postes d'ici 2028. Certaines institutions ne se contentent pas de réduire les coûts, elles réinventent le service client. UBS, dont on sait qu'elle a absorbé Crédit Suisse à la suite des problèmes de cette banque en Suisse. La banque déploie des avatars d'IA ultra réalistes pour ses analystes. Ces clones numériques envoient des briefings vidéo personnalisés aux clients, imitant les expressions et les gestuelles humaines. UBS a envoyé ses 250 plus hauts dirigeants à l'université d'Oxford pour un sommet sur le leadership à l'ère de l'IA, soulignant que la technologie doit désormais être pilotée par le sommet. Face à cette frénésie, Connor Hillary, qui est le co-PDG de JP Morgan pour la région Europe, Middle East, Africa, tire la sonnette d'alarme. Sa crainte que les jeunes banquiers assistés par l'IA pour toutes les tâches de routine perdent la maîtrise des bases du métier. Quelle est ton opinion, Gunther ? Alors, les banques vont, sans exception, vont dire l'intelligence artificielle arrive, nous sommes obligés de nettoyer notre maison à l'intérieur sur tous les étages, mais ce n'est pas la vérité. La vérité n'est pas la AI. Oui, il y a un impact AI, mais c'est leur position financière qui est en danger. Et c'est la réglementation européenne qui va éliminer beaucoup de services qui n'ont plus besoin. N'oublions pas que UBS a quand même menacé le gouvernement suisse de déménager à New York, de déménager à Singapour. Alors UBS ne veut plus rester en Suisse parce que la réglementation suisse est devenue draconienne de tel niveau que même les banquiers suisses ne sont plus prêts de s'y soumettre. Mais quel était le vrai problème de la Suisse? C'est pas le gouvernement suisse, c'est le gouvernement suisse a adopté des nouvelles réglementations extrêmement rigides à la demande des Américains. Et n'oublions pas, c'est-à-dire qu'il y a, on dit toujours que, ah mais Trump, regarde ce que Trump est en train de faire. Mais non, mesdames et messieurs, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est un plan à 10 à 20 ans. C'est rien de nouveau. On savait très bien que les banques suisses étaient d'extraordinaires banques avec une confidentialité, une relation avec clientèle sans pareil du monde entier. Et on savait très bien qu'il n'y avait pas de concurrence possible parce que les clients qui est si riche et qui a autant d'argent qu'il jette l'argent par fenêtre de l'extérieur à l'intérieur en Suisse, que ce client était prêt même de payer pour tous ces services. Mais les États-Unis, le gouvernement américain a vu trop d'argent sortir, trop de dollars qui étaient transformés en or et en francs suisses, n'oublions pas, il n'y avait pas seulement une stratégie d'évasion du fisc américain, mais il y avait une stratégie d'éliminer le risque dollar pour les Américains. Et bien entendu, là, on a touché le cœur du problème du système financier américain, qu'ils ont toujours pu contrôler le monde entier en contrôlant le commerce mondial en dollars. Et tout d'un coup, avec les Suisses, on s'est rendu compte que les élites américaines étaient prêtes de s'en aller. Alors, on a condamné plusieurs banquiers suisses, plusieurs familles suisses. Je sais personnellement d'une famille suisse où le PDG et propriétaire de la banque n'était plus capable de voyager librement en avion privé à New York parce qu'il serait détenu, il n'aurait jamais une accusation, vous êtes obligé de faire des accords, et les banques suisses et d'autres ont été obligés de quand même ajuster la législation en accord avec les Américains, et maintenant, vous avez, comme tu sais, les banques les plus faciles à monter aux États-Unis sont à Wyoming. Ouais. C'est plus Delaware. C'est Wyoming est devenu un peu le fief pour les nouvelles entreprises, y inclut des entreprises financières. C'est plus Delaware. Alors, Wyoming s'est positionné comme étant le cowboy state, hein, ce sont les cowboys. Alors aussi, au point de vue législation, vous ne devez pas vous soumettre à une réglementation new-yorkaise ou une réglementation européenne qui est surtout imposée par des Américains. Alors on voit que les Américains sont en train
N'oublions pas que notre ami Trump, le président Trump, il n'est pas grand ami des grosses banques américaines. Il les connaît, ils se connaissent. Mais lui, il est plutôt en faveur de cet entrepreneur. Eh bien, le monde banquier a besoin des entrepreneurs et on voit très bien que ce qui se passe, c'est ce changement de culture où un UBS dirait que je suis plus libre si je m'installe à New York ou à Singapour que de m'installer ou de continuer d'opérer dès de la Suisse. C'est là où il faut voir une transition derrière ces dépêches, une transition qui est dure parce que c'est la Banque européenne qui est totalement digitalisée, contrôlée, ça veut dire par l'État. Et le rendement est garanti par des dettes, par le déficit des gouvernements, qui vont garantir à l'argent des revenus sans risque. Alors les très riches du monde ont toujours été ceux qui ont prêté au gouvernement et pas aux personnes privées. Et oui, c'est même Marx en parle dans Le Capital sur l'intérêt pour la bourgeoisie d'acheter de la dette d'État. Dépêche suivante. Alors, on a parlé bien sûr du Groenland sur ma chaîne principale avec Pierre-Yves Rougeron il y a quelques jours. Maintenant, on parle du Canada. En fait, Donald Trump a publié sur Truth Social, son réseau, une image modifiée par IA où on voyait le drapeau américain qui flottait sur le Canada et le Groenland, bien entendu. Et c'est une publication officielle de la Maison-Blanche. D'où cette dépêche. Le Canada ouvre le jeu vers Pékin et Doha. C'est exactement ce que reproche Trump au Canada, dont il déclare qu'il est devenu une porte d'entrée financière de la Chine vers l'Amérique du Nord. Le Canada bâtit en grand et trouve de nouveaux partenaires désireux de collaborer avec nous. La formule prononcée par le Premier ministre Mark Carney à l'issue de ses déplacements en Chine et au Qatar, résume une inflexion stratégique assumée de la politique étrangère canadienne. À Pékin, Carney a acté une normalisation pragmatique des relations économiques après plusieurs années de tensions, en particulier de la lutte contre le blanchiment d'argent à Vancouver, sous l'impulsion américaine. Au passage, ces tensions ne venaient pas particulièrement du Canada. Les discussions ont porté sur le commerce agricole, les véhicules électriques, les chaînes d'approvisionnement et la finance verte. L'objectif est clair, diversifier les débouchés du Canada, réduire sa dépendance structurelle au marché américain dans un contexte de rivalité commerciale croissante. C'est vrai que Donald Trump avait menacé d'imposer des tarifs douaniers de 100% vers le Canada, dont le premier partenaire reste les États-Unis. À Doha, maintenant, le message est complémentaire mais financier. Le Qatar s'est positionné comme investisseur stratégique dans de grands projets canadiens, infrastructures, technologies avancées, intelligence artificielle et défense. Ottawa y voit un moyen d'accélérer des projets nationaux tout en attirant des capitaux souverains à long terme. Cependant, dans le même temps, des citoyens d'Alberta déclaraient qu'ils voulaient se rattacher aux États-Unis. Il y a même eu des manifestations en ce sens. L'Alberta est un État très conservateur aux États-Unis, dominé par l'industrie pétrolière et particulièrement pro-Trump. Et donc, on a tout un cas de leadership politique en Alberta qui a déclaré qu'il aimerait devenir le 51e État américain. Alors, pareil, Gunther, quel est ton commentaire vis-à-vis de cette publication très officielle de Trump sur Truth Social où il a affiché un drapeau américain recouvrant tout le Canada, en sachant que pour le Groenland, sa position a l'air d'être assez, probable. En tout cas, les marchés financiers, même Polymarket, les sites de Paris, considèrent qu'il existe une vraie chance pour les États-Unis d'annexer le Groenland. Au passage, c'est pas Trump qui a inventé ça. On sait que ça fait plus de 150 ans que les États-Unis cherchent à annexer le Groenland. Le président Truman avait essayé de l'acheter. Le président Eisenhower avait essayé aussi. D'autres présidents comme Taft avaient essayé. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Mais quel est ton point de vue sur cette position de Trump vis-à-vis du Canada et l'éventuelle protection au riposte du Canada? Idriss, depuis plus de 30 ans, la Chine a eu une stratégie de pénétration de l'Amérique du Nord en passant par Vancouver. Ouais. Ce n'est pas une surprise. 50% de la population de Vancouver, quand même, ville de dessin, ville de la banque, ville, parce que c'est pas Toronto, c'est Vancouver est un vrai pouvoir économique dans l'Amérique du Nord, juste en face de la maison de Bill Gates. N'oublions pas, la maison de Bill Gates est à moins de 100 kilomètres.
Euh, alors, nous savons très bien que la Chine a toujours eu un rapprochement stratégique avec Canada. Deux Mhm. raisons. Un, bien entendu, un pied-à-terre Vancouver est viable, un pied-à-terre Seattle n'est pas viable. Mhm. Alors, le pragmatisme chinois est arrivé à un développement. Oui, il y avait beaucoup de gens qui avaient la trouille avec le transfert de Hong Kong à la Chine. Bien entendu, il y a des milliers de personnes qui ont décidé de ne pas se soumettre à au nouveau régime, mais ils se sont intégrés à Vancouver. Mais ce qui est important de savoir, et je crois que encore une fois, nos amis américains ont toujours vu que la Chine avait un bridgehead. Mhm. Il y a Une tête de pont. un pont important financier, culturel, et deuxièmement, n'oublions pas que le Canada est un grand exportateur de nourriture. Oui. Et ça intéresse la Chine. La Chine, comme on a parlé le fois dernier, la résilience est au cœur de la stratégie. Alors, ce n'est pas pour contrôler Canada, mais c'est pour contrôler le blé qu'ils peuvent acheter, le dodrum, tous les graines exportateurs. Alors, évidemment, nous avons dans ce vaste pays un pays qui est tout à fait différent, c'est Alberta. Mhm. Alberta are the cowboys. Ce sont des cowboys, c'est-à-dire que eux, mais ce sont des cowboys qui avaient quand même, qui ont suivi même stratégie que les Norvégiens avec un Heritage Fund. Oui, tout à fait. Un fonds souverain, et le fonds norvégien est peut-être le meilleur exemple au monde de bonne gestion des excédents commerciaux du pétrole. Mais Alberta a la même chose. Mhm. Alberta a fait la même chose. Alors Alberta a négocié déjà avec Trudeau à l'époque, le père du fils. Alors avec Trudeau, Pierre Trudeau, ils avaient négocié un accord extraordinaire qui donnait la liberté à la province Alberta de détenir $1 par baril pour un fonds. Et raison pour laquelle Alberta est un État qui est très bien géré. On parle toujours de Norvège, mais peu parlent d'Alberta. Mhm. Alors, même si moi j'ai plutôt la réaction de dire ce sont des cow-boys, non, mais ce sont des cow-boys avec des gants. Ce sont des cow-boys qui peut-être portent des armes, comme ça leur plaît, mais ce sont des cow-boys qui ont un intérêt dans leur région. Ils ont aussi une stratégie écologique autour de Banff et Jasper. Ils ont une stratégie de reconnaissance des tribus indiens. Ils ont permis leurs propres écoles. Vous avez à 1 heure et demie de Edmonton, vous avez des écoles qui sont gérées à 100% par des indigènes américains, de Native Indians. Mhm. C'est assez fascinant. Mais dans cette optique-là, Trump a bien entendu compris que lui, ou les États-Unis avaient un bon négoce avec Canada, c'était le tourisme. N'oublions pas, 40 millions de touristes par an rentrent de Canada les États-Unis, ils sont Mhm. plus là. Ouais. Alors, la frontière ressent quand même cette crise de tourisme. Les Canadiens sont restés chez eux, ils ne sont pas allés en Europe. Et Trump, bien entendu, pour moi, il observe, et c'est plus que Trump, parce que c'est une stratégie long terme, il cherche avant tout une intégration avec Canada. Il Mhm. cherche l'intégration avec le Mexique. La stratégie est tout à fait différente avec Greenland. Hein. Greenland, il va prendre Greenland. L'Europe va rien dire. Ouais. L'Europe va se laisser faire. Ça, c'est un autre débat, autre dépêche, mais il est évident que Trump ne prendra pas Canada, mais il souhaite avoir une intégration et sa voix et comme il explique toujours, est la même chose. Il y a les Chinois. Ah bon, bien entendu, il y a les Chinois qu'il voit très bien, les Chinois qui sont
à Vancouver. Ah, il y a les Russes. Ah oui, 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 bien entendu, parce que tout dans le Nord, c'est la Russie qu'on touche. C'est-à-dire, il a son même langage qu'il utilise tout le temps, mais il sait très bien qu'il ne peut pas prendre, mais il va chercher des moyens de pouvoir faire une intégration, pas sur base d'un free trade agreement, parce que ça ne l'intéresse pas, ça sera plutôt sur base des accords d'investissement, de co-investissement, d'infrastructures qui intègrent les deux pays, parce que c'est évident que Trump, il ne peut pas ouvrir frontières mexicaines, mais il peut ouvrir vraiment pour les investissements les grandes frontières. N'oublions pas, quand on a fait le fameux Free Trade Agreement, l'accord de commerce libre entre Canada, États-Unis et Mexique, les Américains ont investi au Mexique et très peu au Canada. Oui. Et aujourd'hui, on va voir le renvers. Il y a très peu d'investissements américains et canadiens Mexique, on va presque l'oublier, mais on aura, et Trump souhaiterait vraiment avoir une collaboration beaucoup plus étroite entre les investissements, surtout en infrastructure énergétique, entre Canada et les États-Unis. Et si on parle d'énergie, évidemment, il faut parler avec Alberta, parce qu'ils ont aussi les réserves. Ils ont des réserves pétrolières qui sont très importantes, et c'est la raison pour laquelle je crois que cette dépêche avec ce drapeau américain, évidemment, n'est pas par hasard que Alberta est en faveur, mais Alberta s'est négocié avec une bonne gestion des ressources, ce qu'on ne peut pas dire des ExxonMobil et des autres. Alors, la transition est bonne. Donc, du coup, évidemment, ça donne partiellement raison à Donald Trump vis-à-vis du fait d'une éventuelle ingérence chinoise en Amérique du Nord avec la nouvelle doctrine Monroe, la doctrine Monroe revisitée par le Don Donald Trump. Dans les autres dépêches, on a d'une part Dimitri Bakhanov qui a annoncé le lancement de Dawn, un rival au Starlink d'Elon Musk. Plus de 300 satellites seront mis en orbite et donc c'est le chef de Roscosmos qu'on présente comme le Elon Musk russe, Dimitri Bakhanov, qui a été spécifiquement choisi par Poutine, un petit peu comme un jeune beau gosse intelligent qui représenterait vraiment un miroir à Elon Musk. Il faut d'ailleurs rappeler qu'Elon Musk s'était rendu en Russie au début des années 2000, en particulier, non plutôt à la fin des années 2000, 2007, je crois, 2008, pour acheter des fusées russes à l'époque où Starlink ou SpaceX commençait son aventure. Et bien sûr, il n'avait pas du tout été pris au sérieux. Donc, c'est peut-être une revanche. Et dans la même dépêche, eh bien, nous avons le groupe Renault qui va se lancer dans la fabrication de drones dans ses usines du Mans et de Cléon. On annonce donc qu'ils vont fabriquer des drones, en particulier rétro-ingénierés à partir des Shahed 131, qui sont les drones iraniens qui ont été utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine. Alors voilà, c'est cette dépêche jumelle. D'une part, les Russes qui annoncent la sortie de leur propre Starlink, à savoir Dawn, et d'autre part, Renault qui va se mettre à fabriquer des drones, cependant que le groupe Volkswagen a à plusieurs reprises confirmé qu'il allait fabriquer des tanks. Ça rappellera de très mauvais souvenirs. Et bien sûr que Rheinmetall, la société Rheinmetall, explose en bourse. Quelle est ton opinion, Gunther ? Alors, il est évident que la prise du contrôle de notre stratosphère par des satellites est une course géopolitique. La course est géopolitique parce que pas seulement on souhaite avoir la possibilité de contrôler les communications, mais malheureusement, avec 350 satellites, vous faites rien. C'est un peu, je me rappelle de cette initiative européenne, en cours une de ces initiatives annoncées avec beaucoup de fanfare et jamais vraiment réalisée, quand tout le monde se rendait compte que le GPS est 100% basé sur des satellites américains. Alors l'Europe n'arrive pas
à avoir un réseau de satellites qui leur permettent d'avoir GPS. Nous savons très bien que même pour guider des drones de l'Europe vers la Russie, eh bien, l'Europe a besoin d'aide d'informations américaines parce qu'ils n'ont pas les données. L'Europe n'a jamais fait, mais la Russie n'a pas fait non plus. Et il y a une raison pourquoi la Russie ne l'a pas fait. Tout le monde sait très bien que toute information que vous passez par satellite est parfaitement hackable. Alors c'est évident qu'un État comme la Russie ne confie pas du tout dans un système, mais la Russie, alors pour ses propres besoins, n'a pas besoin d'un Starlink. Ils ont une communication qui est le leur, qui n'est pas comparable avec le nôtre, mais ils sont contents avec, mais ils en ont besoin pour leurs alliés. Et c'est exactement aussi la raison géopolitique stratégique d'Elon Musk. Elon Musk a un pouvoir d'aider et de rediriger 5, 10, 20 satellites pour aider un lieu qui est en crise à cause des guerres ou un lieu qui est en crise à cause d'un problème naturel. Et je vois que là, nous avons une grande divergence. Starlink est un négoce et Starlink veut faire la concurrence même avec les fournisseurs de services Internet dans chaque pays, mais pour la Russie, c'est plutôt de pouvoir être au service des amis politiques dans le monde entier. Et alors là, avec 350 satellites, vous avez la capacité en parallèle d'aider 20, 30 pays qui ont besoin, après un coup d'État ou après un drame naturel, eh bien, vous avez la possibilité d'immédiatement aider ces pays. Vous pouvez aussi aider une opération occulte militaire, mais nous savons très bien que le grand problème de la communication satellitale, c'est qu'il est très difficile de les protéger contre les hackers. La seule manière de le faire aujourd'hui, et l'Europe a investi quelques petits cacahuètes là-dedans, c'est de faire la connexion entre satellites par des lasers et de faire des transferts de données entre satellites par des lasers. Alors là, il y a un petit développement, mais c'est 2 fois rien. Stratégiquement, la communication n'est pas rassurée, n'est pas privée avec des satellites, raison pour laquelle la Russie n'a jamais pris très au sérieux. Ok, on va passer à la dernière dépêche pour la partie publique de l'Octogone. On se retrouvera après pour nos chers abonnés. Davos 2026. Et oui, toi, Gunther, qui a connu tous ces événements, les Davos, les clubs de Rome, etc. On rappelle d'ailleurs que tu connais très bien Călin Georgescu pour cela, parce qu'il a été au club de Rome. Et puis ensuite, tu as même participé à la conception du Zermatt Summit, qui est un peu l'anti-Davos. Eh bien, la dépêche nous parle d'une sorte de Burning Man des milliardaires aujourd'hui. On sait d'ailleurs que Davos s'accompagne toujours d'une gigantesque demande en prostituées de luxe en Suisse. Et oui, les médias même locaux s'en émeuvent. Alors que s'ouvre la 56e édition du Forum de Davos sous le thème « L'esprit du dialogue », l'attention mondiale se cristallise sur un lieu atypique, la USA House, située dans une petite église anglaise du 19e siècle à l'écart du périmètre de sécurité officiel. Cette ambassade privée est devenue le symbole du nouveau rapport de force entre les grandes entreprises et la Maison-Blanche. Pour s'assurer les faveurs du président Trump et un accès privilégié à sa délégation, les géants du conseil et de la tech n'hésitent plus à sortir le carnet de chèques. Les sponsors clés Microsoft et McKinsey ont chacun déboursé jusqu'à $1 million, bon, ce qui n'est absolument rien pour eux, pour parrainer la USA House. Le retour sur investissement, ce sont que ces entreprises bénéficient d'une visibilité maximale auprès des décideurs mondiaux. La firme de crypto-monnaie Ripple, dans laquelle le clan Trump a beaucoup investi, figure également parmi les sponsors officiels, tandis que JP Morgan Chase aurait été approché. La USA House à Davos servira de scène internationale pour le 250e anniversaire de la déclaration de l'indépendance, Freedom 250. Les thèmes centraux sont la paix par la force, Peace, Truth, Strength, et résilience économique et actifs numériques.
Trump ne vient pas seul, il déploie à Davos une équipe de choc axée sur la finance, le commerce et les technologies de rupture. Cependant, d'ailleurs, que des tensions se sont faites sentir entre Donald Trump et Emmanuel Macron autour de Davos. Donald Trump déclarant que Macron voulait le voir à Davos, ce que Macron a démenti malgré la publication de messages personnels sur Signal. Alors, Gunther, ton analyse sur la présence américaine à Davos, est-ce que c'est un écran de fumée? Est-ce que Trump est vraiment intéressé par tout cela? On t'écoute. Idriss, moi j'étais à Davos en 89, 90, 91, 92, 93. Alors Ouais. j'ai connu Davos parce que Monsieur Schwab, qui était professeur adjoint du centre d'études industrielles d'une entreprise canadienne basée à Genève, a été demandé d'organiser un événement pour célébrer 25 ans de présence de la formation des grands chefs de l'entreprise Alcan, Aluminum of Canada. Eh bien, le professeur adjoint, pas professeur, il se laisse toujours appeler professeur, mais il était professeur adjoint, à l'époque, eh bien, il a organisé l'événement avec l'appui, évidemment, du Club de Rome. Pas de surprise, André Hoffman, qui maintenant est le coprésident, est membre du Club de Rome. Pas de surprise. C'est-à-dire qu'il y a des liens très intéressants. Moi, j'étais élu comme Global Leader of Tomorrow, c'est-à-dire j'étais prédestiné d'être un leader mondial et chaque année, il y en avait 100 personnes. Je me rappelle très bien ces événements, mais quand même en 93, je me suis dit, eh bien, j'ai passé 5 ans pour venir ici, eh bien, la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'organiser la distribution gratuite du rapport L'état de la planète de Lester Brown, gratuitement. Pour le reste, on ne pouvait rien faire. Les gens sont là pour bavarder et pour impressionner. C'est vraiment une réunion pour se faire voir et se faire valoir. Mais aujourd'hui, on voit quand même que peut-être le négoce plus impossible du monde sera signé jeudi, ça veut dire après-demain, où le président américain souhaite obtenir 1 milliard de dollars par siège. Il a 20 sièges pour ce comité de la paix pour Gaza. Alors, imaginez-vous, alors là, il est évident que le président n'est pas venu pour négocier, pour expliquer, parce que Trump ne s'explique pas. C'est un homme qui donne une parole et qui reprend la parole, mais c'est un homme qui a dit, mais voilà, j'ai l'occasion d'avoir 20 pays autour de la table, j'ai tous les chefs d'État présents, eh bien, je leur vends siège Gaza pour 1 milliard. Et je crois bien que jeudi soir, il aura ses 20 milliards. Incroyable. C'est-à-dire, il fait négoce avec la diplomatie. Si cette proposition ne tient pas compte des résolutions des Nations Unies, ils s'en fichent. On sait très bien qu'ils s'en fichent parfaitement. Mais intéressant, le plateforme de Davos permet de le faire sans prendre compte des règles diplomatiques. Mais rien ne compte, parce que Davos était toujours hors des systèmes. C'était Davos et vous êtes rien. Et maintenant, Trump s'est approprié de cette plateforme extraordinaire où il y a les chefs d'État qui entrent et sortent avec l'aide du gouvernement suisse. Et tout d'un coup, Trump peut faire des deals. Et il peut faire des deals parce que tout le monde du monde est là. Et je crois que c'est ça ce que nous devons quand même avoir clair devant nous, c'est que Davos est le plus grand marché des négoces occultes. C'est là où on peut. Mais le grand avantage, c'est que le président Trump, il ne l'occulte rien. Il le dit ouvertement. C'est la nouvelle culture de Davos. Vous pouvez venir pour faire un négoce de 20 milliards, pour arranger la paix
à Gaza selon vos critères, en ignorant 100% toutes les résolutions des Nations Unies. Et il le fera. Je crois que là, nous avons sans doute aucun intérêt de Trump de se réunir avec le Premier ministre de Danemark pour parler du prix, parce que Trump a décidé que à la fin de son mandat, Greenland figure dans sa cartographie américaine. Et c'est cette capacité de conclure 20 ans de stratégie américaine, parce que ce n'est pas Trump qui le fait. C'est 20 ans que les Américains ont imposé partout ce qu'ils voulaient. Et ce n'est pas seulement Trump, c'est une stratégie américaine, ce n'est pas tout d'un coup une doctrine Monroe. N'oublions pas qu'ils ont envahi Irak sur base des mensonges. Ça, Trump l'a dénoncé pour le coup. Trump a beaucoup accusé les néoconservateurs en disant, regardez, l'Irak, d'ailleurs même Peter Thiel, qui a financé la campagne de Trump, avait eu cette fameuse déclaration, au lieu d'aller sur Mars, nous sommes allés en Irak et c'était une erreur. Et le CIA a fait un travail couvert durant 14 ans pour faire tomber Syrie. On a quand même, qu'est-ce que nous avons fait avec la Libye après 15 ans? C'est encore le désastre. N'oublions pas que les Américains ont fait un putsch ukrainien en 2014, on sait très bien. C'est-à-dire ce que les Américains ont fait occulte dans le passé, eh bien, heureusement, avec notre président Trump à la tête, eh bien, ils ne font plus occulte, ils le disent, ils le font, ils l'annoncent. Et ça, c'est la seule différence entre George W. Bush, Clinton. Tu sais qu'ils ont tout fait exactement ça, ce que fait Trump. Seule chose, c'est que Trump rajoute un peu de vanity, tu sais, un peu l'ego. Ouais, tout ça. Mais Davos est le lieu pour le faire et il a saisi l'opportunité, il a annoncé qu'il sera là et il fera des deals incroyables selon ses critères. Eh bien, on va terminer la version publique de l'Octogone là-dessus. On se retrouve pour nos abonnés. On va parler d'Iran, de Monero, aussi de Harari et ses déclarations sur l'intelligence artificielle. On parlera également de Elon Musk qui veut racheter Ryanair. À tout de suite pour nos abonnés.